présenter un peu les nouveautés dans cette nouvelle version, c'est Engineer 19.1. Là, j'ai donc une présentation que je vais démarrer. Donc, voilà. Hop. Donc, ça, c'est comment utiliser GoToWebinar. Mais là, vous savez déjà. Donc, dès que vous avez quand même des questions, vous pouvez les ajouter ou vous avez quand même écrit tout à l'heure pour m'indiquer si le son était bien. Quand même, les webinaires, ça sera enregistré, donc vous avez toujours la possibilité de le regarder à nouveau dans notre chaîne YouTube. Donc, on démarre avec cette nouvelle version. Là, vous pouvez quand même retrouver à cette adresse toutes les différentes implémentations qui ont été faites pour cette version. On a un aperçu donc de ce qu'on va présenter au niveau du webinaire. Donc, on a une première partie où on va indiquer tout ce qui concerne les contrôles béton. Après, on va changer de matériau. On va présenter donc les nouveautés au niveau d'aluminium et d'acier. Il y aura une autre partie dédiée effectivement après qui s'appelle facilité d'utilisation, mais donc il regardera un peu les nouveautés au niveau des éléments d'intégration pour regarder les résultats et aussi des implémentations au niveau des calculs. Et on va terminer avec tout ce qui concerne l'interopérabilité. Donc lien avec Tekla ou Revit. La plupart et l'OpenAPI, une petite présentation sur ça aussi. Donc on commence, on démarre pour tout ce qui concerne la conception du béton. Ce qui a été implémenté dans cette nouvelle version, c'est donc la possibilité de faire un contrôle général pour tous les éléments, soit à l'OLU, soit à l'OLS, directement depuis l'onglet des contrôles des éléments ondés. Donc, sans la nécessité de lancer un contrôle sur une section seule, on peut déjà avoir un aperçu général sur tous les éléments, effectivement, de le contrôle unité pour tous les différents types de contrôles. Donc là, dès qu'on va, comment il est un peu représenté à l'écran, dès qu'on va choisir contrôle général, il faut choisir donc pour avoir la possibilité de sélectionner tous les différents contrôles, une classe de résultats avec des combinaisons à l'OLU et des combinaisons à l'OLS. Et donc là, il va faire un contrôle à l'OLU pour tout ce qui concerne les réponses en capacité, diagrammes en capacité et forte en champ et torsion, et à l'OLS pour tous les autres types de vérification, et aussi la vérification des dispositions constructives. Après, donc, on a, je vais présenter, donc on peut, en utilisant la conversion, donc on peut, ce qu'on peut utiliser pour effectivement créer notre projet et le contrôler. Donc, on a la possibilité d'utiliser donc toujours de demander toujours la quantité de ferraillage requis. Après, on passe à la quantité de ferraillage définie, que c'est celle-là qu'on voit à l'écran. On lance la conversion donc en barre réelle et on obtient notre ferraillage. À ce moment-là, on peut donc lancer après un contrôle général. Là en anglais c'est overall check sur tous les éléments à l'OLU et à l'OLS et donc contrôler pour les différents types de vérification directement avoir un aperçu de tous les différents vérifications. Donc là on peut voir un peu les résultats sur tous les types d'éléments pour chaque type de vérification. Donc encore plus vite, on peut dire on a la possibilité donc de définir, convertir les barres réelles en un clic et contrôler en un autre clic. Donc là, la solution à implémenter, c'est effectivement d'avoir un aperçu très très vite des résultats et toujours quand même très très aussi détaillé après dès qu'on va un peu plus dans les détails.
dans ce sens-là, il a été implémenté donc au niveau des OLS automatiques. Donc, ce qu'il va faire, il va quand même reconnaître aussi les types de combinaisons automatiques à l'OLS qu'on a défini. Donc là, on a la possibilité de définir des combinaisons caractéristiques quasi permanentes. Et là, ce qu'il va faire, donc, dès qu'on lance un contrôle OLU plus OLS, il va quand même détecter les types de combinaisons à l'OLS qu'on a définis. Donc là, quand même, aussi, si on lance un calcul avec différents types de combinaisons, il va quand même détecter lesquelles ils sont caractéristiques et lesquelles ils sont quasi permanentes pour faire les différents types pour lancer les différents types de contrôles, comme on peut voir un peu ici à l'écran. Donc là, limitation des stress, des contraintes, et après, les limitations des contraintes ont lieu dans les ferraillages not pre-stress. Après, on continue avec tout le développement en fait a lieu sur la partie des éléments 2D. Dans ce sens-là, on a aussi une augmentation un peu de vitesse, on peut dire, au niveau des conceptions, dans le sens que là, on a la possibilité donc de définir, de faire la conception du ferraillage à l'OLU pour les éléments 2D, mais après de tenir en compte, de regarder aussi les vérifications à l'OLS et donc de faire un dimensionnement aussi à l'OLS. Donc un peu comment voilà, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va nous montrer. C'est effectivement, on peut lancer une conception à l'OLU et après indiquer, comme on peut voir à l'écran, dès qu'on indique dans la classe des combinaisons à l'OLU et des combinaisons à l'OLS, il va dimensionner donc mon ferraillage à l'OLU et après il va vérifier si ce dimensionnement est correct aussi pour ce qui concerne l'OLS. Sinon, s'il n'est pas correct, il va ajouter du ferraillage pour effectivement dimensionner aussi à l'OLS. Si on va un peu plus en détail, donc si on active que les dimensionnements au niveau des donc OLU toujours et à l'OLS au niveau des ouvertures des fissures, il va nous faire, donc comme on peut voir ici à gauche, donc il va nous montrer les ferraillages à l'OLU plus l'additionnel à l'OLS. Donc ici à gauche, il y a les deux. À droite, on peut voir seulement les ferraillages additionnels ajoutés que pour les dimensionnements à l'OLS. Donc quand même, on a toujours la possibilité de regarder notre ferraillage, voilà, total, on peut dire, et après de regarder effectivement où il a ajouté les ferraillages au niveau des contrôles à l'OLS par rapport au contrôle à l'OLU. Même chose, on peut les faire au niveau des limitations des contraintes. En plus, on a aussi la possibilité donc de faire les contrôles sur voilà les différents éléments et donc là on peut voir de la même façon que aussi au niveau des limitations des contraintes il va ajouter donc les ferraillages additionnels nécessaires. Et là il y a un peu la possibilité, donc si on va définir qu'on veut la conception donc toujours à l'OLU place à l'OLS ouverture des fissures et limitation des contraintes, aussi on va voir les deux dimensionnements différents. Et là donc voilà, il va quand même nous montrer un peu. On a toujours la possibilité après de regarder en détail comment il va gérer cette situation. On a après donc toujours pour la conception des éléments 2D à l'OLU et à l'OLS, on a aussi la possibilité donc de contrôler les limites de fissuration en utilisant les ferraillages utilisateurs. Donc aussi au niveau de ferraillage utilisateur, on a la possibilité de faire les contrôles des limites voilà, des ouvertures, on peut dire. Et donc là, voilà, c'est aussi une nouvelle implémentation.
Après, on passe, pour ce qui concerne le dimensionnement en positionnement. Là, on a une nouvelle implémentation donc, il tient en compte de la réduction des efforts, si on veut, bien sûr, au niveau des fondations. Donc, s'il y a quand même la force du terrain, donc voilà, la pression du terrain qui va agir sur notre fondation, on a la possibilité donc d'utiliser ça pour dans la réduction des contraintes de ces éléments, voilà, sur notre élément 2D. Donc là, au niveau des dimensionnements en positionnement, on a ce type de possibilités. Et aussi donc de tenir en compte qu'il faut quand même, on a la possibilité donc de définir une distance inférieure à 2 fois la dimension D dans certains cas spécifiques. Donc aussi cette implémentation au niveau des Eurocodes a été faite. Donc là, on a la possibilité donc de définir toujours au niveau des fondations, de modifier et donc d'agir sur la distance du périmètre de contrôle. Donc là, au niveau de cette implémentation, donc soit on peut tenir en compte de la réduction des efforts, et soit on peut agir sur les périmètres de contrôle. Et on a donc dimensionnement en positionnement. Voilà, là c'est aussi il y a l'amélioration du calcul des PRD max. Ok, donc là quand même il tient en compte aussi de ce type de paramétrage et de ce type de considération donc par rapport à la description de l'Eurocode. Donc là au niveau des définitions des sous-régions, on a aussi des améliorations au niveau du calcul des VRD max. Donc pour faire un résumé, l'idée c'était au niveau des éléments ondés d'avoir une vérification dans un clic, on peut dire. Donc on a soit la conception maintenant à un clic, que c'est un peu c'était un peu l'idée au niveau des versions 19. Donc c'est Design Accelerated, donc la possibilité d'avoir une amélioration au niveau des contrôles et aussi des dimensionnements, soit au niveau des éléments ondés, soit au niveau des éléments 2D. Et après, il y a toujours des améliorations au niveau du poinçonnement. Donc là, je vais continuer pour ce qui concerne les structures en acier et en aluminium. Donc, pour ce qui concerne l'aluminium, je vais commencer avec ça. Il y a quand même l'implémentation de l'aluminium dans la, on peut dire, version défaut, donc dans les nouveaux environnements. Et en plus que ça, donc on a les supports de l'addendum A2, on va rentrer en détail, des soudures transversales et l'amélioration de la classification des réceptions. Donc là, on commence en regardant donc la mise à jour aussi pour ce qui concerne la norme. Donc ça, il va influencer principalement au niveau des soudures transversales, des calculs de la section efficace. Et après, donc tout ça, il va après regarder aussi au niveau il va agir aussi au niveau des contrôles en section de stabilité et contrôle au niveau des efforts uniaxial et biaxial. En particulier, donc, on commence pour les soudures transversales. Donc là, on a la possibilité de les définir dans les contrôles des éléments, dans les données de contrôle des éléments au niveau donc du matériau aluminium. Donc là, on va un peu regarder si on va assigner ce type de soudure transversale, on va obtenir donc une vérification qui tient en compte
de ce type d'éléments. Et donc là, il y a un différent type de prise en compte, on peut dire, des efforts dans la section. Après, il y a une amélioration donc, au niveau de la classification du calcul de la section efficace. Donc là, comme on peut voir aussi pour voilà, quelle que ce soit forme, on a donc une amélioration de la classification. Et aussi, on a la possibilité de visualiser tous les pas d'itération qui ont été faits. Donc là, on voit cette nouvelle onglet, cette nouvelle partie qu'on peut avoir au niveau de l'onglet de classification et section efficace. Et là, on peut voir donc dans tous les différents steps pas d'itération et voir effectivement les types de calculs. Donc, il devient encore plus transparent à ce niveau-là. Voilà, donc on a toujours la représentation des sections massives, mais aussi ça, on a la possibilité de les regarder au niveau des paramètres. Donc là, on peut toujours regarder et modifier la représentation au niveau des paramètres. Et donc, on a une reconnaissance encore plus, voilà, plus efficace au niveau d'implémentation dans notre type de modèle. Donc là, c'est effectivement au niveau du calcul des sections efficaces, c'est une implémentation voilà, très importante. Comme je disais, tout a été importé dans les nouveaux environnements. Donc, on a eu la possibilité d'agir aussi au niveau d'aperçu. Et là, on obtient donc un aperçu très détaillé avec toujours et non au niveau du contrôle les formules et l'indication de l'Eurocode, du chapitre de l'Eurocode. Et après, au niveau des formules, on a la possibilité de rentrer encore plus en détail pour voir chaque coefficient et aussi au niveau de chaque formule, il va nous donner la valeur donc du paragraphe ou de la position, voilà, on peut dire au niveau des documentations de l'Eurocode de la formule pour aller la chercher et pour aller les regarder plus en détail. Donc, toujours la transparence, c'est là un peu la partie importante pour les contrôles au niveau donc d'acier, béton et aluminium. On a donc amélioré aussi au niveau des sorties synthèse. Dans ce cas, donc, on aura notre typique sortie synthèse, c'est dans une page A4, donc, où on a les résumés du contrôle, les clés de combinaison, les efforts internes, classification de la section, les contrôles en section, donc sans tenir en compte, on peut dire, de la stabilité. Et après, on rentre pour tout ce qui concerne la stabilité avec les paramètres de flambement, les contrôles en stabilité et toujours à la fin, tout ce qui concerne soit les erreurs, mais plutôt des avertissements ou des notes sur tous les paramétrages qu'on a fait à l'intérieur du logiciel. Donc, voilà. On a aussi, donc, finalement, une amélioration au niveau graphique. Donc, aussi, au niveau des représentations à l'écran, il va donc nous représenter les combinaisons qui ont été utilisées, les extrêmes indiqués, mais aussi s'il y a donc les reports avec les erreurs, les avertissements et les notes, la légende des résultats. Et après, on peut aussi choisir plusieurs composantes au niveau des résultats. Ok, donc on termine cette partie de l'aluminium avec la note de calcul. Donc, au niveau des notes de calcul, on peut afficher les propriétés de la section efficace, donc comment elle a été calculée. On va passer au calcul de la contre-flèche. Donc, là, on va passer à la vérification, à la conception acier. Et donc, là, on a la possibilité au niveau du contrôle à l'OLS de choisir le type de contre-flèche qu'on veut. Donc, on a parabolique,
ou bilinéaire. Et donc là, on a deux formes, on peut, comme il est affiché à l'écran, on a la possibilité donc de choisir une forme parabolique ou plutôt une forme voilà, bilinéaire avec les maximums au centre. Après, au niveau de conception de la contre-flèche, on a implémenté en lieu la possibilité de la conception de cette contre-flèche. Dans ce cas, donc, l'utilisateur il a la possibilité de définir des limites et des pas, on peut dire, avec lesquels on va faire la conception de cette contre-flèche. Et donc après, dès qu'on implémente, on peut quand même contrôler et les faire définir par les logiciels, mais toujours, on peut dire, sous le contrôle de l'utilisateur. On va changer donc des topics et on va passer à la facilité d'utilisation. Donc, on peut dire tout ce qui concerne l'implémentation au niveau des calculs et au niveau d'affichage des résultats. Au niveau de la note de calcul, l'amélioration faite, c'est que maintenant on peut agir au niveau de l'échelle des données du modèle et des résultats directement dans la note de calcul. Donc là, on commence par les données du modèle. On a la possibilité d'indiquer au niveau de la représentation de l'image une échelle. Donc là, l'échelle de base, c'est égal à 1. Et après, dès qu'on la modifie, ça va être modifié directement au niveau de l'image, sans les besoins de rentrer dans les paramètres d'affichage pour modifier les échelles ou dans la configuration des unités voilà, et des échelles dans les projets. Et aussi, dès qu'on va ajouter des nouvelles images, les échelles ils sont prises directement en compte depuis la partie graphique, depuis l'écran. Voilà. Donc, ce qui a été défini au niveau de l'écran, c'est exactement ce qu'on va utiliser au niveau après de la note de calcul et après on peut agir dessus si nécessaire. Même chose donc au niveau des résultats et donc là on peut voir un peu au niveau aussi des images, mais ce qui est important aussi c'est au niveau aussi des générateurs d'images. Donc imaginons qu'on a plusieurs images affichées des fois normales, moments des formations sous différents types d'images. Là, on a la possibilité donc directement d'agir au niveau de l'échelle pour avoir une échelle qui nous montre les résultats qu'on veut au niveau de tous les différents types des cas de charge ou des efforts internes utilisés. Au niveau des calculs, donc là, on était déjà un peu intervenu au niveau après aussi des autres webinaires. Mais voilà, il y a la possibilité au niveau de l'analyse non linéaire de regarder s'il y a des singularités. Donc là, au niveau de l'analyse linéaire, par défaut, il nous donnait directement qu'il y avait un problème, une instabilité au niveau du calcul. Mais donc là, au niveau des singularités, on va identifier maintenant l'emplacement de la singularité. Et donc, il nous donne au niveau des résultats des calculs, toujours le positionnement de cette singularité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs qui utilisent des calculs non linéaires. Et aussi, ils nous affichent un peu où on peut agir pour améliorer la structure. Voilà. Là, j'ai terminé avec ce type d'amélioration au niveau des calculs. Au niveau de l'analyse sismique, on a la possibilité d'agir sur les paramètres SOILIN au niveau du calcul de l'analyse sismique, donc après au niveau du calcul aussi de l'analyse
modal sur la structure. Donc là, on a remarqué, donc on est toujours en contact avec la recherche, et donc là, on a quand même regardé que les sols se comportent de façon beaucoup plus raide et en interaction avec la structure quand il y a des charges sismiques. Donc à ce niveau-là, on peut définir au niveau des calculs des soilines, il va quand même itérer et calculer les rigidités de mon sol au niveau des charges, voilà, appelées conventionnelles, on peut dire. Et après, on a la possibilité d'utiliser les facteurs de multiplication disponibles. Voilà, là quand même, il y a une base disponible au niveau des recherches faites. Et donc, dans la configuration du solver, on peut agir pour changer ce type de facteurs de correction pour les cas de charge sismiques. Ça, il y a cette possibilité au niveau donc d'utilisation des soilines. Donc là, les résultats de l'analyse modale sont cohérents avec les versions précédentes. Donc, il va toujours utiliser les calculs avec les terrains, les types de terrains qui a été calculé par Soilin ou qu'on a indiqué. Mais donc, il y a une analyse modale supplémentaire au niveau d'analyse sismique. Donc, quand même, on peut avoir toujours un autre calcul au niveau des fréquences propres de la structure, mais une analyse modale supplémentaire va être créée et utilisée au niveau d'analyse sismique avec les sols qui tiennent compte du paramétrage qu'on a indiqué au niveau des configurations du solver. Donc là, on peut voir un peu les différences au niveau après des résultats avec un type de sol plus rigide. On a anticipé aussi ça au niveau du webinaire, du dernier webinaire. Et là, donc, on a la possibilité d'utiliser... non, ça, c'est une nouvelle implémentation, pardon. Donc là, on avait indiqué la possibilité d'utiliser les rotules sur les bords. Et là, donc, on a la possibilité d'utiliser les éléments 2D en compression seule aussi dans la version, dans l'environnement défaut au V17 pour voilà, les utilisateurs un peu plus anciens. Et donc là, on a la possibilité de l'utiliser. À ce moment-là, on obtient donc les mêmes résultats sont identiques si on modélise avec des relâchements sur les bords ou si on modélise avec ce type d'éléments qui travaillent en compression seule. L'unique différence, c'est au niveau, comme on peut voir dans l'image, au niveau graphique. Donc, bien sûr, si on ne va pas modéler des rotules 2D, des relâchements sur les bords 2D au niveau des compressions seules, là, l'élément, il doit suivre, il doit donner une continuité au niveau des matériaux, comme on peut voir dans l'image, voilà, press-only 2D, sans les rotules non linéaires. Et là, on peut visualiser, donc au niveau du dessin, ça, c'est différent quand on a des tensions au niveau de notre élément 2D. Quand même, si un lieu, on a de la compression, là, ça change pas au niveau des implémentations, donc soit avec les rotules non linéaires, ou soit sinon avec cet élément qui travaille en compression seule. Après, on a des améliorations. Donc, on a ajouté dans la version 19 les éléments d'intégration. Et après, basé aussi sur les retours des utilisateurs, on a amélioré cette possibilité, la possibilité d'utilisation de cet élément. Donc, dans la version 19, les nombres de sections étaient pris depuis la configuration du solver. Donc là, comme on peut voir un peu à l'écran, on n'a pas, des fois, on n'a pas assez de sections ou
quand même, si on allait changer les types de la définition de l'élément d'intégration, les résultats étaient perdus. Donc là, au niveau de 19.1, là, le numéro de sections est à la choix de l'utilisateur et aussi le changement de nombre de sections ne supprime pas les résultats et donc ça, il nous donne aussi un peu plus de vitesse au niveau d'exploration des résultats. Une autre amélioration au niveau de cet élément d'intégration, ça c'est très intéressant aussi, c'est la possibilité d'intégrer les efforts dans le centre de gravité. Donc, dans la version 19, l'intégration et les descentes des résultats étaient donc au niveau de l'implémentation, on peut dire, de l'élément, donc de la définition de cet élément d'intégration. Donc là, comme on peut voir, on est à un autre moment, mais ils sont représentés au niveau de la semelle supérieure, on peut dire, de l'élément de la section utilisée. Dans la 19.1, on peut prendre en compte qu'elle soit intégrée au niveau par rapport au centre de gravité. Et donc ça, il nous donne, au niveau des moments, et il nous donne les résultats qu'il tient en compte de la position de l'élément. Donc les résultats, il faut plus aller les regarder, regarder un peu plus en détail pour comprendre effectivement au niveau des positionnements des centricités, mais directement ils sont cohérents avec les centres de rigidité, des centres de gravité de l'élément. Et donc aussi, par exemple, par rapport entre la première et la deuxième image, au niveau des efforts axiales à l'intérieur de cet élément d'intégration, on aura des résultats complètement différents qui tiennent plus en compte des excentricités. On a la possibilité aussi d'exclure des éléments dans la définition des éléments d'intégration. Donc là, on peut définir notre élément d'intégration et après, on peut agir comme on peut voir dans l'image. Donc là, il y a plusieurs éléments sélectionnés et là, on peut les exclure dans cet élément d'intégration et donc obtenir les résultats seulement sur les éléments qu'on veut définir ou qu'on veut prendre en compte. Voilà. Un exemple, ça peut être, là il y a un petit exemple, donc on a un bâtiment avec on peut dire un corps central des voiles, et là donc on veut regarder les diagrammes du moment pris en compte par ces voiles, donc on peut définir notre élément d'intégration, exclure les poteaux au niveau de cet élément d'intégration et donc obtenir les valeurs des efforts au niveau seulement de mes voiles. Là, c'est une petite représentation, possibilité. Et après, au niveau du support du document XML, on a la possibilité donc d'exporter au niveau d'XML pour avoir les résultats après en Excel ou pour les utiliser au dehors des SIA. Et donc là, on a la possibilité d'exporter la définition de l'élément d'intégration et les résultats sur l'élément. On a des améliorations au niveau du vent 3D. Donc là, il a été implémenté la corrélation entre la zone D et la zone E depuis la note 3 du chapitre 7 de l'Eurocode. Et donc là, c'est valable pour tous les annexes, la plupart des annexes nationales de l'Eurocode. Et après, on a des charges additionnelles au niveau des toitures à dos panne. Donc là, si on veut, on peut tenir en compte des cas de charges additionnelles pour ce type de toiture. Et donc là, il y a la possibilité, il y a cette nouvelle possibilité.
Au niveau de l'annexe française, on a des améliorations au niveau des acrotères. Donc là, elle va tenir en compte de la CPNet sur les acrotères par rapport aux différents endroits où se trouve donc la zone F, G ou les acrotères suivants. On passe au niveau de l'interopérabilité. Donc là, il y a un peu d'image, voilà. Donc on commence pour les liens SIA-Tecla. Dans ce type de OpenAPI qu'on est en train de développer en continu, on a donc l'échange, dans ce cas-là, l'échange bidirectionnel des ouvertures et n'importe quelle forme de l'ouverture. Donc quand même, si on va définir une ouverture au niveau des teclas, après on peut utiliser notre API pour l'exporter vers SIA. L'ouverture a été reconnue. On va implémenter une autre ouverture au niveau des éléments de données dans SIA et on peut les exporter après vers Tecla sans aucun problème. À propos du lien SIA Revit, ça c'est aussi beaucoup intéressant. Il y a la possibilité donc de l'import de ferraillage après la conversion en barre. Donc on a revu un peu avant au niveau des conceptions du béton la possibilité de convertir les ferraillages définis en ferraillage utilisateur. Et donc là on peut, voilà, ce qu'on peut faire au niveau des workflows, des flux de travail. On a la modélisation en Revit, l'export vers SIA, donc la conception du ferraillage, donc les contrôles du ferraillage défini, la transformation en barre réelle, et après donc l'import dans Revit. Donc là, on a la possibilité d'utiliser ce type d'export. Les limitations, c'est les mêmes limitations qu'on a dans la définition des barres réelles, donc au niveau des types de sections. Et donc quand même, voilà, on peut dire que tous les différents types de sections transformées et converties en barres réelles, ils peuvent être exportés vers Revit. Et donc les développements au niveau des OpenAPI, donc là, à ce moment-là, on a la possibilité de la définition des charges linéaires, des supports linéaires, des contraintes au niveau du support nodal et de la définition des combinaisons. Donc ça, c'est aussi des nouvelles implémentations au niveau de l'OpenAPI.